Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler d'Imperium 5. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la présentation de l'univers, Imperium 5 qu'est-ce que c'est, etc. etc. Et donc aujourd'hui on va attaquer le système de jeu. Comme nous sommes encore dans le cadre du kit de démarrage, il ne va pas y avoir full de choses. Par exemple, la création de personnages ne va pas être présente étant donné que le kit ne propose de jouer qu'avec des personnages prétirés. Et donc, nous n'allons pas avoir de création de personnages à faire, etc., etc. Mais je vais essayer quand même de vous présenter l'ensemble des mécaniques qui vous sont proposées, ou du moins les principales. Voilà, puisque Patrick a eu la très très bonne idée de faire une mécanique essentielle, donc c'est vraiment les bases du jeu, et ensuite les mécaniques étendues qui viennent ajouter un peu de crunch et des options aussi, si jamais vous préférez jouer avec ces options-là. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite un peu au décryptage de la feuille de personnage. Alors, la feuille de personnage d'Imperium 5, on l'aime ou on la déteste. J'avoue que une fois qu'on la comprend, elle est claire, mais de prime abord, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai un de mes joueurs qui se reconnaîtra forcément, qui n'a vraiment pas aimé, et en fait, l'ensemble des joueurs que j'ai eu à la table l'ont trouvé un peu trop surchargée. C'est vrai qu'elle est chargée, elle a un double rôle, elle a un rôle de feuille de personnage et un rôle d'aide de jeu. Donc je vous la montre là à la caméra, mais je vais l'incruster et cette fois je le ferai vraiment. Désolé pour la vidéo d'avant, j'ai totalement oublié de l'incruster au montage. Donc elle ressemble à ça. C'est une double page, donc évidemment toujours avec Imperium 5, c'est super bien présenté. Voilà. Là par exemple c'est la feuille d'Indiana. Donc ce que nous allons avoir, c'est que sur le volet de gauche, vous allez avoir des informations plus de background, d'historique, etc. Notamment par exemple le nombre de jours depuis que ce personnage-là a été rebuild, donc a été remis dans son corps. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, allez voir la première vidéo. Donc voilà, les traits particuliers, comment est-ce qu'elle se joue, etc., etc. Et ensuite, nous allons avoir des choses assez importantes quand même, notamment les souvenirs quantiques. Alors les souvenirs quantiques, c'est ce que je disais la dernière fois. Suite au crash quantique, les gens ont perdu la mémoire et ça, ce sont des briques de souvenirs que ce personnage possède encore. Alors c'est pas du tout expliqué, ce sera au maître du jeu de les mettre en contexte si jamais le joueur veut explorer ce bout de ce personnage-là. Là par exemple, Indiana, où elle en a un, je flotte dans un liquide, mon cerveau est traversé de fibres. Voilà, on ne sait pas plus, qu'est-ce qui s'est passé exactement, de quoi parle-t-elle, on ne sait pas. Mais c'est un souvenir qu'elle a d'avant le crash quantique. Voilà, il y en a trois comme ça. Donc, voilà, on a une première feuille de présentation du personnage. Et ensuite, la feuille qui va vraiment nous intéresser pour le système, c'est la seconde, c'est celle-ci. Donc, ici en haut à gauche, nous allons avoir les âmes, c'est vos caractéristiques en gros. Hein. Nous en avons trois grandes, physique, sociale et mentale, qui ont chacun deux caractéristiques associées. Donc, par exemple, dans physique, nous avons brutalité et dynamisme. Donc, brutalité, force, dirons-nous, et dynamisme, dextérité, ce genre de choses. Voilà. Social, on a autorité simulacre, et mental, on a savoir et créativité. Bref, on a des caractéristiques. Et ici, on voit des petites cases et des petits numéros. Alors, ça représente un petit peu vos points de vie. Quand vous prenez des dégâts, vous ne les prenez pas sur une réserve de points de vie, vous les prenez directement sur une caractéristique. Par exemple, si vous prenez des points de cohésion physique, eh bien vous allez les prendre dans la caractéristique physique. Voilà, ici on a 10 de cohésion. Eh bien, je viendrai mettre le nombre à jour dans la petite case qui est ici. Ensuite, nous avons au milieu, là, nous avons l'archétype. Donc là, on voit par exemple que c'est une archéo-hacker, voilà. Et on voit dans ses spécialités qu'elle est ingénieure quantique et sémanticienne, et archéo nano-électrosciences. Oui, il y a un peu de technobabel, hein, je vous avais prévenu. Donc ça, c'est les spécialités et les familiarités. Par exemple, elle est familière avec les armes légères de type fusil. Ok. Ça va être mécaniquement utile. Je vous expliquerai après pourquoi. On le voit en fait techniquement ici. Il y a écrit plus un dé. En fait, ça va rajouter un dé à votre réserve. Je vous explique après. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons avoir ici l'entropie. Alors, l'entropie, ça a vraiment un rôle d'aide de jeu, en fait. Ça vous explique vraiment le système un peu en synthétique. Et c'est ça qui est un peu perturbant sur la feuille, c'est qu'on se demande un peu, mais de quoi ça parle. Tout le bloc rose, noir, le gris, le vert ici, en fait, c'est la somme de tout ça. Ça vous explique le jet.
Donc je reviens pas dessus puisque je vais le faire à l'oral, vous expliquer le jet. Mais c'est vraiment ce bout-là, ce gros bloc qui est un peu, qui a été en tout cas pour mes joueurs à moi, et pour moi la première fois que j'ai ouvert la feuille d'ailleurs, ça a été un peu, mais à quoi ça sert? Et finalement en fait c'est une aide de jeu. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir, si on descend ici, vous allez avoir une petite case karma. Les points de karma, ce sont des, comment dirais-je, un peu des points de chance. C'est des points que vous allez dépenser, c'est une ressource que vous allez dépenser en jeu pour ajouter un dé, relancer, ce genre de choses. Donc ça, c'est les points de karma. Et ensuite, nous avons un gros bloc ici qui sont les paradigmes et la nature profonde. Alors les paradigmes, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais ça va servir en fait à changer le seuil de difficulté. On reviendra là-dessus. La nature profonde, ça va vous ajouter des succès si jamais l'action que vous faites correspond à votre nature profonde. Et ensuite, vers le bas, nous avons les ressources. Donc nous avons l'équipement, les capacités, les singularités et les contacts et finances. Équipement, c'est votre équipement, donc un fusil de sniper, un ordinateur portable, voilà. Les capacités, ce sont vos capacités soit via des biomodes ou des choses naturelles. Par exemple, elle a une interface neuronale et un sens quantique. Voilà. Il y a une petite description qui vous est fournie, hein, pour savoir de quoi ça parle. Nous avons après les singularités. Donc là, c'est les choses qui font de vous, voilà, votre personnage. Et le contact et finance, donc c'est des contacts qu'il ou elle peut connaître dans sa vie et qui pourraient lui être utiles. Voilà, on en a fini avec la feuille de personnage. J'espère que ça vous a aidé. Sincèrement, une fois qu'on sait où trouver les affaires, ça va tout seul. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est la première fois, on se demande quand même un petit peu. Une très bonne chose qui était faite dans le livre, il y a tout un passage qui vous explique justement, qui reprend la feuille et qui vous explique à quoi servent les choses. Donc ça, c'est très cool. Voilà, on va attaquer ensemble tout de suite la mécanique essentielle avant de passer dans une seconde partie à la mécanique étendue. La mécanique essentielle, ça va être assez rapide, mais il y a quand même une petite particularité. Euh, le MJ ou la MJ va vous proposer les âmes. Ok. Vous allez faire un jet d'âme et c'est lui qui va vous les proposer, mais c'est par votre narration que vous allez lui donner les clés pour qu'il vous fasse des propositions. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vous explique. Par exemple, si je dis je mets un coup de poing dans cette vitre, ça, il va vous proposer l'âme brutalité. Mais si vous seriez allé plutôt en je saute à travers la vitre, il aurait pu vous proposer l'âme dynamisme. Voilà, par exemple. Donc, il va vous proposer une âme au choix. Donc, des fois c'est une, des fois c'est deux. Donc, si c'est une, hein, il va vous dire fais-moi un jet de X. Mais voilà, des fois c'est plusieurs et c'est vous qui choisissez. Et donc, à vous dans votre narration d'adapter pour que ça corresponde à l'âme que vous avez choisie. Donc, mettons, je reprends ma feuille pour vous, hop, en grand. Là, je veux défoncer une porte à coups de poing parce que apparemment c'est quelque chose que je suis capable de faire. Le MJ va donc me proposer l'âme brutalité pour défoncer ma porte. Je suis avec Indiana, j'ai 3 en brutalité. Je vais donc prendre 3D, 3D8 hein, qui sont fournis avec le jeu, hein, CF la vidéo d'avant. Donc vous récupérez 3D8, vous allez ajouter le quatrième dé qui est le dé d'entropie. Vous allez jeter votre 4D8. Si vous faites 2 et moins, ça va être un succès. C'est aussi simple que ça. Donc sur les 3 dés que vous avez jetés, et sur le dé d'entropie, si vous faites 2, c'est un succès pour vous. Si vous faites 8, c'est un succès pour le MJ. Donc généralement, c'est ce qu'on appelle un mauvais présage. Donc par exemple, tu défonces la porte, mais il y avait un garde derrière. Voilà, mauvais présage, il y avait un garde derrière, ou quelqu'un t'a vu. Pour la mécanique essentielle, on a quasiment fini. Le seul point qui me reste à aborder, ce sont les points d'intensité, et je vous le réexpliquerai dans la mécanique étendue, tout simplement parce que ça change de façon de fonctionner. Donc, pour la mécanique essentielle, en gros, quand vous faites des succès, vous générez des points d'intensité. Les points d'intensité, c'est un peu comme une monnaie supplémentaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment l'expliquer dans la mécanique essentielle. Vous allez voir, c'est plus clair dans la mécanique étendue, mais par exemple, vous êtes en train de taper un garde. Voilà, vous êtes en train de vous battre avec un garde. Vous faites un jet de brutalité parce que vous êtes en train de lui mettre des coups de poing. Et vous allez faire 3 succès par exemple. Chaque succès va générer 3 points d'intensité
Donc, en gros, 3 succès, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 points d'intensité. Si le garde avait, je sais pas, je dis une connerie, mais 8 points de cohésion physique, vous l'auriez donc brisé, puisque vous lui auriez infligé 9 points de, de dégâts, en fait, sur sa cohésion physique. Puisque vous auriez converti ces 9 points d'intensité en points de dégâts physiques. Je vais pas trop loin là-dedans, mais en gros, vous avez compris l'idée. Quand vous faites des succès, ça génère de l'intensité. Ça peut être aussi pour déverrouiller un cadenas, pourquoi pas. Ou pour casser la sécurité d'un ordinateur. Vous êtes en train de hacker un ordinateur, il a une résistance de 20, et bien il va falloir générer 20 points d'intensité pour pouvoir pénétrer son système. Voilà, en gros, comment ça va se passer. Voilà pour la mécanique essentielle. Il n'y a vraiment pas beaucoup plus de choses. En fait, vous allez à chaque fois vous servir que des âmes. Ici, vous ne vous servez pas du tout du reste de la feuille. Vous allez ramasser votre pool de dés, les jeter. Si vous faites 2 et moins, vous allez générer des points d'intensité. Et il vous faut un certain nombre de points d'intensité parfois pour atteindre une difficulté. Et c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, on passe tout de suite à la mécanique étendue qui reviendra sur le reste de la feuille. Alors, la mécanique étendue, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais ça rajoute quand même pas mal d'options. Et clairement, moi, c'est la solution que j'ai choisie, puisque c'était ce qui me paraissait être le plus logique. Voilà, donc déjà, les archétypes. D'accord. Donc là, par exemple, moi, je suis archéo-hacker. Voilà. Mettons que je sois en train de faire une tâche de archéo-hacking. Par exemple, dans mes spécialités, je suis ingénieur quantique et sémanticien. Eh bien, à mon pool de dés, je vais pouvoir ajouter un dé puisque ça correspond à quelque chose de mon archétype. Ok. Où j'utilise une arme légère, un fusil. Je suis en train de l'utiliser, je vais pouvoir rajouter un dé à ma réserve puisque ça correspond à mon archétype. Donc ça va m'ajouter un dé. Donc tout à l'heure je disais brutalité, j'avais 4 dés. Donc 3 dés dus à mon âme, le dé d'entropie. Et là je vais pouvoir ajouter un dé. Donc je vais lancer en tout 5 dés. Voilà. Ça, c'est pour la partie archétype. Je vous disais, il faut faire 2 au moins pour pouvoir réussir son action à générer des succès. Alors, là, on passe au cadre d'en dessous, donc le cadre vert. Voilà, vous avez les paradigmes. La façon dont vous allez expliquer votre action, euh, par exemple, je suis en train de faire ma tâche d'archéo-hacking, je vais utiliser mon paradigme cyber, donc je vais expliquer narrativement au MJ comment je m'y prends de façon virtuelle. Donc je m'infiltre dans le réseau et je commence à regarder dans les bases de données, etc. Voilà, je vais narrer pour utiliser mon paradigme virtuel. Et là, on voit que j'ai 5 en virtuel. Donc là, c'est extrêmement puissant puisque je viens de changer le seuil de difficulté. Donc maintenant, au lieu de faire 2 et moins, j'ai besoin de faire 5 et moins. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus simple sur un des 8. Et c'est pas plus compliqué que ça les paradigmes en fait. C'est vraiment expliquer votre action narrativement pour avoir le droit d'utiliser un des paradigmes qui viennent changer le seuil de difficulté. Voilà. Et ensuite, on a la nature profonde. Donc là, par exemple, moi, ma nature profonde, dans mes traits, j'ai comprendre, déduire, modifier. Si par exemple, j'étais en train, dans ma tâche d'ingénierie quantique en virtuel, j'essayais de modifier un des paramètres du programme, par exemple, que j'essaye d'hacker, eh bien, je pourrais rajouter un succès. C'est pour ça qu'il écrit un S là à côté, c'est un succès. Donc de base, à mon jet, je l'aurais fait automatiquement un succès. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué. Et enfin, nous avons les capacités et les équipements et les ressources. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous allez payer un point de karma. On va commencer par ça. Vous allez payer un point de karma. Et vous le voyez, par exemple, j'aimerais utiliser mon interface neurale. J'ai un pipe 5. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux l'utiliser en aide ou en ressource. Ce que ça va faire, c'est que si je l'utilise en aide, ça va rajouter un dé à ma réserve de dés, donc la réserve de rôle qu'on appelle ça, les dés que vous allez jeter. Donc je vais ajouter un dé et je vais jeter tout, donc en utilisant mon interface neurale. Ou alors, ça va me rajouter 5 points d'intensité une fois l'action finie. Donc si jamais je réussis mon action, j'aurai 5 points d'intensité à la fin, supplémentaires que ce que j'ai déjà généré. Alors, ça peut paraître un peu flou comme ça, et surtout, à quoi servent les points d'intensité maintenant? Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, le résultat d'un jet va fonctionner différemment de la mécanique essentielle dans la mécanique étendue. Ce qui va se passer, c'est que vous allez jeter vos dés, tous les succès que vous allez faire vont créer des unités narratives,
Et ces unités narratives vont pouvoir être converties en points d'intensité ou en autres bonifications. Alors, si par exemple j'ai fait 3 succès, donc j'ai mon premier succès qui est un succès et qui génère 3 points d'intensité, celui-là il bouge pas, mais les deux autres vont chacun me générer une unité narrative, donc en tout j'aurai 2 unités narratives à dépenser, et je pourrai les dépenser pour générer de nouveaux points d'intensité. Alors, soyez pas perdus, c'est assez simple finalement, et vous avez l'excellente aide de jeu qui vous est fournie. Le tableau qui est ici, en fait, vient vous réexpliquer ce que je vous explique là. Donc là, par exemple, on voit, le premier succès donne 3 points d'intensité, plus 3 points d'intensité par unité narrative si je décide d'amplifier mon action, donc ce qui est souvent le cas, ou alors je peux bonifier mon action en débloquant des ressources. Donc par exemple, je dois payer 2 points d'unité narrative pour débloquer une ressource. Donc je reprends mon exemple. J'étais en train de défoncer une porte à coups de poing. J'ai jeté mes dés. Je vais générer 3 points d'intensité de base avec mon premier succès. Je vais générer 2 unités de narration avec mes succès supplémentaires, mes 2 succès supplémentaires. Et ces 2 succès supplémentaires, je vais les dépenser pour acheter le droit d'utiliser une de mes capacités, par exemple force quantique, j'en sais rien, qui va être un mode de mon bras. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas juste défoncer la porte à coups de poing, mais activer ma super force, en gros mon biomode de force, qui va me permettre de mieux défoncer la porte, de vraiment donner des gros coups de poing dedans, amplifiés. Techniquement, comment ça va se passer? Je vais regarder dans mon équipement. Je vais par exemple avoir bras mécanique qui va faire plus 9. Plus 9, c'est quoi? C'est point d'intensité. Donc dans ce cas-là, j'aurais généré en tout 12 points d'intensité. Vous l'aviez chez vous, j'en suis sûr. C'est-à-dire que j'aurais eu mon premier succès qui va faire 3 points d'intensité. Ensuite, mes deux succès d'après, je vais les dépenser pour acheter le droit d'utiliser mon bras qui va lui m'apporter un bonus de 9 points d'intensité. Parce que si je n'avais pas utilisé ce bras, j'aurais pu amplifier mon action, donc chaque succès supplémentaire m'aurait fait 3 points d'intensité de plus, donc j'aurais fait 3, plus 3, plus 3, ça m'aurait fait 9. Ça aurait été pas suffisant, par exemple, si la porte avait une résistance de 10. En utilisant mon bras mécanique, je génère 12, ce qui est suffisant pour exploser la porte. Voilà. Vous avez l'aide de jeu ici, le bout du milieu en fait vient vous réexpliquer tout ça. Alors vous avez un petit tableau qui vous explique des choses que vous pourriez faire. Par exemple dépenser une pour poser une question. Bon à la porte ça n'a pas vraiment d'intérêt mais mettons que vous soyez en discussion avec un garde et que vous essayez de le convaincre de vous laisser passer. Vous jetez vos dés, vous avez un succès, il va vous laisser passer. Mais vous avez des succès supplémentaires. Et par exemple, vous pourriez dire ah, et vous pourriez m'indiquer en même temps le bureau du professeur Schmickebluck? Oui, bien sûr, il est au bout du couloir. Parce que, au final, vous allez avoir acheté le droit de lui poser une question supplémentaire qui fera partie de votre succès en plus. Alors là, la limite est un peu floue. Alors, je vous rassure, hein, c'est peut-être un peu brouillon ce que je vous explique là, mais en jeu, ça va très bien. Et en fait, à comprendre, c'est assez rapide. Mais la limite est un peu floue. C'est un peu là le truc. On se dit toujours, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Si je génère vraiment beaucoup d'unités narratives, je vais pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi. Ou par exemple, dans une conversation avec un garde, je pourrais lui poser des questions assez exagérées qui normalement il devrait jamais me répondre. Eh bien, c'est à vous, dans votre narration, et aussi au MJ, de mettre le haut là, mais c'est à vous, joueurs aussi, de savoir, de ne pas exagérer. Ok, c'est un point encore un peu flou. L'exagération des joueurs n'est pas vraiment prise en compte dans le système. C'est vraiment, ben voilà, chacun joue le jeu, quoi. Va pas me demander, ah, tu pourrais me passer ton badge de la sécurité du bâtiment? Non. Par contre, ça pourrait être des choses comme euh, rajouter un PNJ dans la scène. Donc, il y a le professeur Schmickebleu qui apparaît et qui vient demander au garde pourquoi est-ce qu'il n'est pas à son poste. Et là, vous allez en profiter pour faire un autre jet pour voir si vous arrivez à subtiliser son badge. Par exemple, j'en sais rien. Voilà, mais vous avez ce bloc dans la feuille d'aide de jeu qui est fournie, hein, je rappelle, avec chaque feuille de personnage. Au milieu, vous avez l'explication de ce que vous pouvez faire, etc. Je vous en cite quelques-unes, hein, mais
poser une question, introduire un protagoniste, donc comme moi j'ai fait avec le professeur Schmickeblum, modifier légèrement la scène, narrer. Donc là, c'est vous qui allez prendre le contrôle de la narration et faire le rôle du MJ en fait, mais en mettant ce que vous voulez. Aider la table. Aider la table, c'est passer un dé supplémentaire à un autre joueur. Ajouter à la source, affecter plusieurs cibles. Si par exemple vous êtes en combat contre des gardes, eh bien au lieu de tirer un coup ou de mettre un coup de lame sur un seul garde, ben, vous allez le faire sur plusieurs gardes. Ce genre de choses, voilà. Vous allez à chaque fois devoir payer en unité de narration pour vous acheter ces améliorations-là. Voilà, en gros. Et vous l'aurez peut-être compris avec tout ce que je vous ai expliqué, mais dans Imperium 5, il n'y a pas véritablement de système de combat à proprement parler. En fait, le combat, ça va être vraiment des jets comme les autres. C'est-à-dire que vous allez faire des jets, par exemple, brutalité et katana. Enfin, je vais utiliser mon katana pour pouvoir dépasser les points d'intensité de l'adversaire. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des forces de sécurité, elles ont 12 points de cohésion physique. Donc ça fait une intensité de 12. Je vais donc devoir leur faire 12 points d'intensité pour pouvoir en mettre un à terre. C'est-à-dire, je mets un coup de poing toujours avec mon bras mécanique pour taper sur le garde. Je vais prendre mon rôle, jeter, je vais pouvoir payer 2 unités de narration pour pouvoir avoir le droit d'utiliser ma ressource bras mécanique qui va rajouter mes 9 points d'intensité. Et donc, l'ensemble des points d'intensité générés, il faut qu'il dépasse 12 pour mettre le garde KO. Voilà. Que ce soit une porte, une IA, n'importe quoi, ça fonctionne de la même façon. Vous devez battre les points d'intensité. À moins que le MJ, pour une quelconque raison, à ce moment-là, ne joue pas avec les points d'intensité. Donc, ce sont les succès qui vont être importants. Et une petite règle optionnelle aussi avec laquelle je n'ai pas joué, ce sont les succès minimum à atteindre pour une chose. Donc là, dans ce cas-là, vous allez devoir faire un nombre de succès minimum pour pouvoir réussir une action. De base, le jeu fonctionne avec un succès égale réussite, mais le MJ pourrait décider de jouer avec une règle optionnelle qui est il faut un certain nombre de succès pour que ce soit une réussite. Un dernier point aussi, c'est le dé d'entropie, donc les bons et les mauvais présages. Alors pour le bon présage, si vous faites 2 sur le dé d'entropie, vous allez avoir un bon présage pour vous. Ça peut par exemple se traduire en tu défonces la porte et au moment que tu l'ouvres, tu vois qu'il y avait une caméra qui te filmait, mais en ce moment elle est désactivée. Voilà. Bon présage, si jamais le dé d'entropie n'avait pas fait 1-2, eh bien il aurait été filmé par la caméra. Au contraire, un mauvais présage, eh bien tu défonces la porte, mais derrière la porte, il se trouve 5 gardes où la caméra est en train de te filmer. C'est un peu une façon de jouer avec les oui et ou oui mais. Ok. Donc oui, mais la caméra t'a vu. Oui, et la caméra est désactivée. Voilà, ce sont des bons et des mauvais présages. Alors ça peut être à usage immédiat ou à usage un peu plus tardif. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai joué. Par exemple, un exemple de la partie que j'ai faite. Donc j'avais une joueuse qui voulait se dissimuler dans un bâtiment, se rendre discrète et tout ça. Elle avait prévu des vêtements de rechange qu'elle n'a pas acheté elle-même, qui ont été fournis par un tierce. Et elle me dit, j'espère que c'est pas une robe rose. Elle fait un jet à un moment pour je sais plus quoi, passer l'accueil ou quelque chose comme ça. Et ça marche, mais le dé d'entropie a fait un 8. Donc mauvais présage. Et moi, quand elle est arrivée pour changer, eh bien, j'ai fait en sorte que ce soit une robe rose. Et rose bonbon, bref, un truc qu'elle voulait absolument pas. Voilà, c'était un petit mauvais présage, mais qui était sympatoche pour elle. Enfin, ça a apporté une grosse scène de narration, c'était assez cool. Une bonne scène de roleplay. Et un deuxième exemple qu'il y a eu, ils ont pris un ascenseur pour arriver au dernier étage du bâtiment. Et il y a un joueur qui trafiquait la console de l'ascenseur pour se connecter au bâtiment et désactiver les caméras ou quelque chose comme ça pour faire croire qu'ils étaient à un autre étage ou quelque chose comme ça. Il a réussi son action, pas de problème, mais le dé d'entropie a fait un 7 et donc dans ce cas-là, c'est un mauvais présage. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que oui, ok, tu trafiques comme tu veux les caméras, mais l'alarme résonne parce que tu as pénétré le système, l'IA a détecté qu'il y a une intrusion et donc l'alarme a résonné dans le bâtiment. Et ils se sont donc fait cueillir à la sortie. Bon, finalement, ce sont eux qui ont cueilli les gardes parce que ces pauvres gardes se sont fait rétamer par une brute fournie dans les pré-tirés.
Et voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai géré les présages. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur la mécanique étendue. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion. En conclusion, le système d'Imperium 5, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'ai vraiment bien aimé, mais il y a eu quand même des points où j'étais pas sûr, où je comprenais pas bien. Ça vient peut-être aussi du kit de démarrage, mais par exemple, j'aime beaucoup cette histoire de succès qui génère des unités de narration que l'on peut dépenser soit pour générer des points d'intensité supplémentaires, soit pour créer pour utiliser des objets en plus, etc. Mais j'avoue que ça n'a pas été simple à la lecture. Il a fallu un moment pour que je comprenne, il a fallu un moment pour que je le mette en œuvre. Et pourtant, les règles, c'est vraiment 10 pages pour avoir la mécanique essentielle, la mécanique étendue. Ça représente peut-être 10-15 pages dans tout le livre. C'est vraiment court, mais eh bien, il y avait des choses où j'ai un peu peiné à comprendre, où il a fallu que je relise à plein de fois. J'ai même posé des questions à Patrick, notamment sur le combat. Mais ça, c'est peut-être parce que moi, je viens plutôt de système tradi, donc vous savez, initiative, les rounds, système de combat bien précis. Mais là, bah, je lui ai dit, mais en fait, il n'y a pas de système de combat, on est d'accord, c'est pas moi qui oublie quelque chose. Elle me dit, non, non, il n'y a pas de système de combat, ça se passe comme les autres jets. Ok, et tu dois battre les points d'intensité, donc je lui ai demandé, il me l'a confirmé, mais sur le coup, j'étais un peu dubitatif. Voilà, donc ça, j'avoue que j'ai bien aimé moi la mécanique en général du jeu. Par contre, ça demande quand même des joueurs qui sont moteurs de narration et une bonne improvisation. Ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Mais ça demande quand même de savoir ouais, improviser et réagir à ce qu'ils font. Et aux joueurs d'être vraiment moteurs de narration et d'utiliser correctement leur fiche de personnage. Parce que s'ils restent à des descriptions assez basiques, ça va être vite chiant, je pense. Il faut vraiment aller gratter la narration pour débloquer les ressources. Bon, après, ça peut faire des parties chiantes si vous êtes là, genre, je vais utiliser Punk, et puis je vais utiliser ça parce que c'est dans ma nature profonde, et puis je vais dépenser 3 points pour pouvoir avoir l'épée, et puis ça risque vraiment d'être chiant. Donc, il faut vraiment l'enrober, ok? Vous avez le cœur qui vous donne mécaniquement ce que ça fait et comment l'atteindre. Oui, vous pourriez dire, je veux le faire de façon punk. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, c'est aux joueurs d'être moteur de narration pour le justifier, l'utilisation du paradigme, l'utilisation de la ressource, etc. etc. Voilà. Un point que je pense avoir oublié d'expliquer, les points de karma. Les points de karma, en fait, vous pouvez les dépenser pour débloquer une ressource gratuitement ou pour générer encore plus de points d'intensité. Ce genre de choses, c'est tout expliqué dans le livre. Bref, c'est vraiment pas grand chose, c'est juste une monnaie en plus pour avoir des bonus. Et voilà mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Imperium 5. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été clair. C'est pas facile d'expliquer ce jeu. En tout cas, même conclusion que dans la vidéo précédente. Moi, c'est un jeu que je vous encourage à découvrir parce que ça vaut vraiment le coup et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et en attendant de nous revoir, il ne me reste plus qu'à vous dire que je ne pourrai pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!